Les doigts d'Amara tremblaient de rage, serrant son billet d'embarquement, alors que l'agent de l'aéroport, un homme au sourire méprisant, la fixait avec dédain. « Je me fiche de savoir qui vous prétendez être, vous deux. Vous ne montez pas dans cet avion, » cracha-t-il, sa voix résonnant assez fort, pour que la foule autour entende chaque mot cinglant. Amara, du Sutton, et sa sœur jumelle Kemi Carter, deux adolescentes noires brillantes, se tenaient au comptoir de la compagnie aérienne Trans-Pacific Airlines à l'aéroport international de Denver. Leurs visages identiques marqués par une colère contenue mais bouillonnante. Ce n'était pas la première fois qu'elles faisaient face à l'injustice, mais aujourd'hui, l'humiliation publique était une lame aiguisée, taillant profondément dans leur dignité. Leurs regards se croisèrent, un échange silencieux de compréhension. Elles savaient exactement pourquoi on les traitait ainsi. Derrière elles, des murmures s'élevaient, certains curieux, d'autres moqueurs, tandis que la foule observait. Si vous avez déjà ressenti la brûlure de l'injustice ou été témoin de la discrimination, criez votre indignation en aimant cette histoire et laissez un commentaire avec un seul mot: justice. Partagez votre colère et rejoignez-nous pour exposer la vérité. Ce simple appel au téléphone qu'elles allaient passer à leur père, Danielle Carter, ne les ramènerait pas seulement chez elles. Il allait paralyser toute la flotte de Trans-Pacific Airlines et révéler un système de discrimination profondément enraciné, secouant les fondations d'une industrie entière. Mais avant de plonger dans ce récit révoltant, dites-nous d'où vous nous regardez. Amara et Kemi, des élèves brillantes de l'Académie Wellington Prep, étaient en route pour une tournée universitaire à Boston, un voyage qui représentait bien plus qu'une simple visite de campus. Pour la première fois, leur père protecteur, Danielle Carter, leur avait permis de voyager seuls, un signe de sa confiance croissante en leur indépendance. Ce que les voyageurs pressés autour d'eux ignoraient, c'était que Danielle n'était pas un parent ordinaire. Il était le nouveau PDG de Trans-Pacific Airlines, un poste qu'il gardait secret pour protéger sa famille de l'attention indésirable et, surtout, pour évaluer la culture de l'entreprise sans que son titre n'influence les comportements. Les jumelles avaient des billets de première classe, une décision pratique de leur père pour garantir leur confort, non une démonstration de privilège. Vêtues de sweats confortables, de jeans et de baskets propres mais usées, elles ressemblaient à des adolescentes typiques. Leurs visages encadrés par des tresses impeccables, leurs yeux bruns pétillants d'excitation à l'idée de l'aventure à venir. Mais cette excitation allait bientôt se transformer en une rage brûlante face à une série d'injustices insupportables. À la borne d'enregistrement de Trans-Pacific, la file avançait rapidement jusqu'à ce que les jumelles atteignent le comptoir. L'agent, un homme blanc nommé Brian Harper, les ignora délibérément, regardant à travers elles pour appeler le passager suivant. « Suivant !» lança-t-il, alors qu'un couple de blancs d'âge moyen contourna les jumelles, assumant apparemment qu'elles n'étaient pas dans la file. Brian commença à traiter leurs billets avec un sourire amical. « Direction Chicago aujourd'hui? Une ville magnifique en cette saison, n'est-ce pas? » Kemi, poli mais ferme, s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, monsieur, nous étions les prochaines. » Le sourire de Brian disparut instantanément, ses yeux se plissant alors qu'il daignait enfin reconnaître leur présence. « Vous devrez attendre votre tour, » répondit-il sèchement, continuant à taper sur son clavier pour le couple. « Mais nous étions les prochaines, » insista Amara, sa voix calme mais vibrante d'une indignation contenue. « Nous attendons depuis 20 minutes. » La mâchoire de Brian se crispa. « Je m'occuperai de vous quand je serai prêt. » Les jumelles échangèrent un regard, la piqûre familière de cette invisibilité raciale, les frappant de plein fouet. Ce n'était pas la première fois qu'on les traitait comme si elles n'existaient pas, mais la douleur était toujours aussi vive. Brian prit son temps avec le couple, discutant des attractions de Chicago, tout en lançant des regards furtifs aux jumelles, un sourire narquois au coin des lèvres. Après le départ du couple, il servit 3 autres passagers blancs avant de faire signe aux jumelles d'avancer, à contre-cœur. « Billets et pièces d'identité. »
aboya-t-il sans les regarder. Amara posa leurs billets de première classe et leurs cartes d'étudiant sur le comptoir. Les sourcils de Brian se haussèrent lorsqu'il examina les billets. Première classe? Vous êtes sûr d'être au bon comptoir? Son ton insinuait clairement qu'il y avait une erreur, une accusation implicite qu'elle ne pouvait pas légitimement avoir de tels billets. Oui, notre père a acheté ces billets pour nous, expliqua Kemi calmement. Nous visitons des universités à Boston. Brian saisit les billets entre son pouce et son index, comme s'ils étaient contaminés. Ça ne semble pas correct. Où avez-vous obtenu ces billets? L'implication était claire. Il soupçonnait une fraude. Notre père les a achetés directement auprès de la compagnie, répondit Amara, sa patience s'effilochant. Y a-t-il un problème? Les lèvres de Brian se pincèrent. Je dois vérifier ces billets, et il me faut une pièce d'identité supplémentaire. Les cartes d'étudiants ne suffisent pas. Derrière elle, la file s'allongeait, les regards des autres passagers devenant pesants. Nous avons 17 ans, expliqua Kemi. Nous n'avons pas encore de permis de conduire. Notre père a confirmé que les cartes d'étudiants suffiraient pour un vol intérieur. Brian soupira bruyamment, théâtralement. Eh bien, on a mal informé votre père. Attendez ici. Il disparut dans un bureau à l'arrière avec leurs billets et leurs pièces d'identité, laissant les jumelles plantées là, mal à l'aise, pendant près de 20 minutes. D'autres agents continuaient à aider les passagers arrivés après elles, et des éclats de rire s'échappaient du bureau où Brian s'était retranché. Finalement, il revint, jetant leurs billets et cartes sur le comptoir. Il y avait une erreur dans le système, annonça-t-il assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. Vous avez été réaffecté en classe économique, porte 32. Amara examina les billets, fronçant les sourcils. Mais ce ne sont pas les sièges que notre père a réservés. Nous sommes censés être en première classe. Brian se pencha vers elle, baissant la voix avec un ton menaçant. Écoutez, je ne sais pas quel genre d'arnaque vous essayez de monter, mais certaines personnes doivent comprendre que la première classe n'est pas pour tout le monde. Soyez contente de monter dans l'avion tout court. L'accent mis sur « certaines personnes » était sans équivoque, une gifle raciale à peine voilée. Kemi, plus prompte à la colère que sa sœur, ouvrit la bouche pour répondre, mais Amara posa une main sur son bras, un avertissement silencieux. Elles avaient appris que la colère légitime des jeunes femmes noires était trop souvent utilisée contre elles. Notre père a spécifiquement réservé des billets en première classe, insista Amara, gardant une voix stable malgré la tempête intérieure. Je voudrais parler à un superviseur, s'il vous plaît. Le visage de Brian se durcit. Le superviseur est occupé. Si vous avez un problème avec vos sièges, réglez ça à la porte d'embarquement. Suivant. Il fit un geste impatient vers les passagers derrière elle. Humiliées et furieuses, les jumelles ramassèrent leurs billets modifiés et s'éloignèrent du comptoir. « On devrait t'appeler papa », murmura Kemi. « Non », répondit Amara, bien que cela lui demandât un effort surhumain. « Il a sa réunion importante aujourd'hui, tu te souviens? Il nous a demandé de ne pas appeler, sauf en cas d'urgence. »« Ça ressemble à une urgence pour moi, » marmonna Kemi, mais elle savait que sa sœur avait raison. Leur père avait travaillé dur pour atteindre son poste, et elle ne voulait pas le déranger pour quelque chose qu'elle pensait pouvoir gérer seule. « On réglera ça à la porte », assura Amara, bien que le doute s'insinuât dans sa voix. « Passons d'abord la sécurité. » Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'était le sourire satisfait de Brian alors qu'elle s'éloignait, ni le fait qu'il décrocha immédiatement son téléphone pour passer un appel. « Ouais, c'est Brian. » Deux adolescentes noires, des jumelles, qui essaient de jouer les malignes avec des billets de première classe. Je les ai rétrogradées en classe économique, mais gardez un œil sur elles. Quelque chose ne va pas avec elles. Il raccrocha, convaincu d'avoir fait sa part pour maintenir ce qu'il considérait comme l'ordre établi. Le poste de contrôle de sécurité se dressait devant elle,
un goulot d'étranglement où les passagers se pressaient dans le processus de contrôle élaboré de la TSA. Les jumelles rejoignirent la file, discutant encore de la manière dont elles allaient résoudre le problème des billets à la porte, quand elles remarquèrent un schéma troublant. Passager blanc après passager blanc passaient le contrôle standard avec un minimum d'agitation, récupérant leurs affaires sans ralentir. Puis vint leur tour. Sélectionnez au hasard pour un contrôle supplémentaire, annonça l'agente de la TSA, Carla Sims, avec un sourire narquois qui suggérait que ce choix n'avait rien d'aléatoire. Les jumelles furent dirigées vers une file séparée pour des mesures de sécurité renforcées. « Est-ce que vraiment nécessaire ?» demanda Amara poliment. « Nous sommes déjà en retard pour notre vol. » L'expression de Carla se durcit. « Vous mettez en question les protocoles de sécurité? Je peux rendre ça bien plus compliqué si vous préférez. » Sa main plana sur son talkie-walkie, une menace claire qu'elle pouvait aggraver la situation à tout moment. « Non, madame, » répondit Kami rapidement, lançant un regard d'avertissement à sa sœur. « Nous comprenons. » Carla leur ordonna de poser leurs sacs sur une table à part. « Tout doit sortir des sacs, tout. » Les jumelles obtempérèrent, déballant soigneusement leurs affaires bien rangées. Amara grimaça lorsque Carla arracha brutalement son ordinateur portable, le raclant contre le bord de la table. « Faites attention, s'il vous plaît, » dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Il y a tous mes travaux scolaires là-dedans. » Les yeux de Carla se plissèrent. « Si vous vous inquiétez pour vos affaires, peut-être que vous ne devriez pas prendre l'avion. Je peux vous interdire de voyager tout de suite si vous continuez à interférer avec les procédures de sécurité. » Sa voix porta, attirant l'attention des voyageurs à proximité. Kami posa une main apaisante sur le bras de sa sœur, alors que Carla continuait son inspection, manipulant leurs vêtements soigneusement pliés, avec une brutalité délibérée, lisant des notes privées dans leurs journaux, et même ouvrant une enveloppe scellée contenant les médicaments d'Amara, répandant les pilules sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, comme si elle avait découvert des drogues illicites plutôt que des médicaments contre les allergies. « Fexofénadine », expliqua Amara. « Pour mes allergies, les informations de prescription sont sur le flacon. » Carla ignora son explication, mettant les médicaments de côté pour un contrôle supplémentaire avant de fouiller leurs objets personnels. Pendant ce temps, un autre agent s'approcha. « Bras écartés, pieds écartés », ordonna-t-il. « Nous devons procéder à une fouille corporelle. » La fouille était rien moins qu'humiliante, les mains de l'agent rudes, intrusives, s'attardant d'une manière qui mettait les deux filles profondément mal à l'aise. À proximité, Carla fit des commentaires à voix haute sur leurs cheveux. « Il faut toujours vérifier ces coiffures élaborées », déclara-t-elle à personne en particulier. « Vous ne croiriez pas ce que les gens essaient de cacher là-dedans. » Plusieurs autres agents de la TSA ricanèrent, comme s'ils partageaient une blague interne. Une femme blanche dans la file, Sarah Jennings, remarqua ce qui se passait et commença à filmer avec son téléphone. Presque immédiatement, un superviseur de la TSA apparut à ses côtés. « Madame, filmer les procédures de sécurité est interdit. Supprimez cette vidéo immédiatement. »« Ce qu'ils font est injuste, » protesta Sarah. « Ces filles ne font rien pour mériter ce traitement. » « Supprimez la vidéo ou je devrais vous retenir pour interrogatoire, » menaça le superviseur. À contre-cœur, Sarah obtempéra, lançant un regard désolé aux jumelles en rangeant son téléphone. Lorsque le contrôle renforcé fut terminé, près de 50 minutes s'étaient écoulées. Les affaires des jumelles avaient été remballées négligemment, l'ordinateur d'Amara était visiblement rayé, et elles risquaient maintenant de rater leur vol. « Bon voyage », dit Carla avec une fausse douceur alors qu'elle ramassait leurs possessions en désordre. « Dépêchez-vous, j'ai entendu dire qu'ils sont stricts sur les horaires d'embarquement à la porte 32. » Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, Kami sortit son téléphone. « On doit appeler papa maintenant, ça va trop loin. » Amara vérifia l'heure et secoua la tête.
Il est en pleine réunion à huis clos avec le conseil d'administration. Son assistante a dit qu'il ne devait pas être dérangé pour quelque raison que ce soit. On va gérer ça nous-mêmes et lui raconter tout ce soir quand il appellera. Secouées mais déterminées, elles se dirigèrent vers leur porte, inconscientes que leur calvaire ne faisait que commencer. Mais un nouvel outrage les attendait, un coup de poignard supplémentaire dans leur dignité. Alors qu'elles avançaient dans la file de sécurité, un groupe d'adolescents blancs derrière elles commença à murmurer assez fort pour être entendu. « Regarde-les, elles croient qu'elles peuvent avoir des billets de première classe » ricana l'un d'eux, un garçon à l'air arrogant. « Elles devraient retourner d'où elles viennent » ajouta une fille, son ton dégoulinant de mépris racial. Les mots étaient comme des coups de fouet, chaque syllabe amplifiant l'humiliation publique des jumelles. Amara serra les poings, luttant pour contenir la rage qui montait en elle, tandis que Kémy, les larmes aux yeux, murmurait « Comment osent-ils » Les rires moqueurs des adolescents résonnaient encore dans leurs esprits alors qu'elles passaient le contrôle, chaque pas alourdi par le poids de l'injustice. Affamées et émotionnellement épuisées, les jumelles décidèrent de s'arrêter au Sky High Grill, un restaurant de l'aéroport promettant un service rapide. Leur enthousiasme initial pour le voyage s'était évaporé, remplacé par une anxiété croissante et une faim pressante. Le restaurant était animé, mais loin d'être plein, avec plusieurs tables vides bien visibles. La réceptionniste, une femme blonde nommée Laura Mitchell, leva les yeux de son téléphone lorsque les jumelles s'approchèrent. Son sourire s'effaça immédiatement en les voyant. « Combien ?» demanda-t-elle, son ton glacial contrastant avec l'amabilité qu'elle avait montrée à la famille blanche qu'elle venait d'installer. « 2, s'il vous plaît, » répondit Amara. Laura fit mine de consulter sa tablette. « Il y a environ 45 minutes d'attente pour une table », annonça-t-elle sans lever les yeux. Kémy jeta un coup d'œil aux tables vides. « Mais il y a au moins 5 tables libres là-bas, » dit-elle, gardant un ton poli mais ferme. Les lèvres de Laura se pincèrent. « Elles sont réservées, » répondit-elle sèchement. Les jumelles échangèrent un regard, reconnaissant l'excuse familière du « réservé ». « Votre site web indique que vous ne prenez pas de réservation », souligna Amara, affichant la page du restaurant sur son téléphone. « Il est écrit ici. Sky High Grill ne prend pas de réservation. Les places sont attribuées selon l'ordre d'arrivée. » Le visage de Laura rougit. « Eh bien, le site est obsolète. Nous prenons des réservations maintenant, et toutes ces tables sont prises. » Comme par hasard, un couple blanc entra derrière les jumelles. Sans même reconnaître leur conversation en cours, Laura s'illumina immédiatement. « 2, par ici, s'il vous plaît. » Elle saisit 2 menus et conduisit le couple vers l'une des tables soi-disant réservées. Kémy sentit sa colère monter. « Excusez-moi, » lança-t-elle à Laura. « Nous étions là en premier, et vous venez de nous dire qu'il n'y avait pas de table disponible. » Laura se retourna, son expression se durcissant. « Y a-t-il un problème? »« Oui, il y a un problème, » répondit Kémy, sa patience s'effritant. « Vous nous avez dit que toutes les tables étaient réservées, puis vous avez immédiatement installé des gens arrivés après nous. » Avant que Laura ne puisse répondre, un homme en chemise à boutons et cravate s'approcha. Son badge l'identifiait comme Philippe Dubois, le gérant. « Tout va bien ici, Laura ?» demanda-t-il, son regard suspicieux fixé sur les jumelles. « Ces filles causent une perturbation, » répondit Laura rapidement. « Je leur ai expliqué qu'il y a une liste d'attente, mais elles exigent une place immédiatement. »« Mais... » « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » intervint Amara. « Votre réceptionniste nous a dit qu'il y avait une attente de 45 minutes, mais il y a des tables libres, et elle vient d'installer des gens arrivés après nous. » L'expression de Philippe ne changea pas. Il n'avait pas détourné les yeux des jumelles, n'avait même pas jeté un regard aux tables vides ou au couple nouvellement installé. « Je comprends que vous soyez contrariés, mais je vais devoir vous demander de baisser la voix.
Nous avons des clients qui essaient de profiter de leur repas. » Son ton insinuait qu'elle criait, alors que les deux filles parlaient calmement. « Nous ne sommes pas bruyantes, » objecta Kémy. « Nous voulons simplement être traités équitablement. Si vous continuez à faire une scène, je serai forcé d'appeler la sécurité, » menaça Philippe croisant les bras. Une serveuse latina, nommée Sofia Alvarez, observait l'interaction avec une inquiétude croissante. Elle s'approcha prudemment. « Philippe, je peux les prendre à l'une de mes tables. La numéro 12 vient de se libérer. »« Reste en dehors de ça, Sofia, » lança Philippe sans la regarder. « Va vérifier tes autres tables. » Sofia hésita, visiblement tiraillée, puis lança un regard d'excuse aux jumelles avant de se retirer dans la cuisine. « Écoutez, » dit Philippe, baissant la voix dans un murmure menaçant. « Je vous suggère de trouver un autre endroit où manger. Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque, et en ce moment, vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Le message était clair. Leur présence n'était pas désirée, et cela n'avait rien à voir avec les réservations ou les listes d'attente. Affamées, frustrées et de plus en plus démoralisées, les jumelles se tournèrent pour partir. Alors qu'elles s'éloignaient, elles entendirent Philippe féliciter Laura. « Bon travail. On ne peut pas les laisser penser qu'elles peuvent entrer et obtenir ce qu'elles veulent. » Dehors, Kémy luttait contre des larmes de colère. « J'en ai tellement marre de ça, à chaque fois. » Amara passa un bras autour des épaules de sa sœur. « Je sais, mais on ne peut pas les laisser nous briser. On va prendre quelque chose dans un distributeur et régler cette histoire de billets. » Alors qu'elles commençaient à s'éloigner, une voix les interpella. « Attendez !» Sofia Alvarez se précipita vers elle, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule pour s'assurer que Philippe ne regardait pas. Elle glissa 2 bons pour le food court dans la main d'Amara. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » Elle hésita, puis sortit son téléphone. « Écoutez, j'ai vu ce qui s'est passé. Ça arrive tout le temps. Philippe et Laura font ça constamment aux clients noirs. Si vous portez plainte, je serai témoin. Voici mon numéro. » Elle tapa rapidement ses coordonnées dans le téléphone d'Amara. « Je dois retourner avant qu'ils ne remarquent mon absence. Mais ne les laissez pas s'en tirer comme ça. » Avec un dernier regard inquiet vers le restaurant, Sofia repartit précipitamment. Les jumelles restèrent figées un instant, stupéfaites par cet acte inattendu de solidarité. Ce petit geste de gentillesse, dans ce moment de désespoir, représentait tout. « Peut-être qu'on n'est pas complètement seul, après tout, » murmura Camille, un peu de son esprit combatif revenant. Armée des bons pour le food court et d'une détermination renouvelée, elles se dirigèrent vers l'espace de restauration, inconscientes que le pire de leur calvaire était encore à venir. Alors qu'elles s'éloignaient, les rires moqueurs des adolescents blancs résonnaient encore dans leurs esprits, chaque mot comme une blessure supplémentaire. À l'approche de la porte 32, elles avaient réussi à avaler un repas rapide et à se ressaisir émotionnellement, mais leur optimisme prudent allait bientôt être réduit en miettes par une nouvelle vague d'injustice qui les pousserait au bord du gouffre. La porte 32 se dressait devant Amara et Kémy Carter comme un mur d'injustice, leur cœur battant à tout rompre sous le poids de l'humiliation qu'elles avaient déjà endurée à l'aéroport international de Denver. Après l'épreuve humiliante au comptoir d'enregistrement, la fouille invasive à la sécurité, les insultes racistes des adolescents blancs et le refus de service au restaurant Sky High Grill, les jumelles espéraient un répit, un semblant de justice à l'embarquement. Mais l'agent de la porte, un homme blanc d'âge mûr nommé Paul Grayson, allait transformer cet espoir en une nouvelle vague de rage incandescente. À peine eurent-elles présenté leur billet de première classe, corrigé à contre-cœur par un agent du service client après l'incident avec Brian Harper, que Paul les fixa avec un regard glacial. « Il y a un problème avec vos billets », déclara-t-il d'une voix forte, attirant l'attention des passagers à proximité. « Écartez-vous pendant que je vérifie. » Sa voix, chargée de mépris,
résonna comme un verdict, et les murmures de la foule autour d'elle s'intensifièrent, leurs regards curieux devenant des lames qui lacéraient leur dignité. Kémy, dont la patience s'était effritée jusqu'à la rupture, planta ses yeux dans ceux de Paul. « Quel problème? Nos billets ont été corrigés par votre service client. Nous avons déjà été changés de siège, une fois sans explication. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? » Paul plissa les yeux, son sourire narquois trahissant une satisfaction perverse. « Je vais avoir besoin de vos pièces d'identité. » Et baissez le ton, jeune fille. Ce ton condescendant, cette accusation implicite qu'elles étaient des faussaires, fit bouillir le sang d'Amara. Elles n'étaient pas des criminels, mais des lycéennes brillantes en route pour visiter des universités prestigieuses. Et pourtant, à chaque étape, on les traitait comme des intruses. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une conspiration raciale, un système conçu pour les écraser. Si cette injustice vous révolte, si vous avez déjà été témoin de la discrimination ou ressenti son aiguillon, criez votre indignation en aimant cette histoire et laissez un commentaire avec un seul mot: justice. Ensemble, nous pouvons exposer la vérité et exiger le changement. Paul saisit leurs cartes d'étudiants, les examinant avec une lenteur théâtrale, les tournant et les retournant comme s'il cherchait une preuve de contrefaçon. Pendant ce temps, il continuait à faire passer d'autres passagers de première classe avec à peine un coup d'œil à leurs documents. « Ces cartes ne semblent pas légitimes, » déclara-t-il enfin, sa voix assez forte pour que les passagers à proximité tournent la tête. « Les cartes d'étudiants peuvent être facilement falsifiées. » Amara, luttant pour garder son calme, répondit avec une précision froide. « Ce sont des cartes officielles de l'Académie Wellington Prep, avec le sceau de l'école et nos photos. Votre compagnie a confirmé qu'elle suffisait pour un vol intérieur quand notre père a réservé les billets. » Mais Paul ignora son explication, saisissant le micro du système d'annonce. « Sécurité à la porte 32, s'il vous plaît. Sécurité à la porte 32. » L'annonce résonna dans le terminal, transformant les jumelles en un spectacle public. Plusieurs passagers sortirent de leur téléphone, commençant à filmer, leur murmure devenant un bourdonnement accusateur. « C'est de la discrimination, » déclara Kémy, sa voix tremblante de rage contenue. « Vous nous retardez parce que nous sommes noirs. C'est illégal. » Le visage de Paul rougit. « C'est une accusation grave, mademoiselle. Je pourrais vous faire expulser de cet aéroport pour avoir porté de fausses accusations contre le personnel de la compagnie. Je ne fais que suivre les protocoles de sécurité. » Avant que les jumelles ne puissent répondre, une femme d'une cinquantaine d'années, à la peau noire et aux cheveux tirés en un chignon serré, s'approcha. Son badge l'identifiait comme Janice Reed, superviseur. Les jumelles sentirent une lueur d'espoir. Une femme noire, pensait-elle, comprendrait surely leur calvaire et interviendrait. « Quel est le problème ici, Paul? » demanda-t-elle, son ton professionnel mais teinté d'impatience. Paul répondit avec une assurance arrogante. « Ces deux-là tentent d'embarquer avec des billets de première classe qui semblent frauduleux, et elles lancent des accusations de discrimination pour m'intimider. » Janice adressa un sourire crispé aux jumelles. « Laissez-moi voir ce qui se passe. » Elle examina leurs billets et leurs cartes, puis leur fit signe de s'écarter avec elle, loin de la file et des regards curieux. « Paul, continuez l'embarquement, je m'en occupe. » Pendant un instant, seul avec Janice, les jumelles se permirent d'espérer. « Merci, » commença Kémy. « Nous subissons ce genre de traitement depuis notre arrivée à l'aéroport, et nous essayons juste d'aller à Boston pour visiter des universités. » Mais l'attitude amicale de Janice changea dès qu'elles furent hors de portée des autres passagers. Sa voix devint un murmure dur, presque venimeux. « Écoutez-moi bien. Je ne sais pas à quel jeu vous pensez jouer, mais vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Les gens comme nous doivent savoir se comporter s'ils veulent être traités équitablement. » Les mots frappèrent comme une trahison physique, une lame enfoncée par quelqu'un qui aurait dû être une alliée. « Les gens comme nous ?» répéta Amara, incrédule, sa voix tremblant de fureur. « Qu'est-ce que ça veut dire? »
Janice poursuivit, son ton implacable. Ça veut dire que faire une scène et lancer des accusations de discrimination ne vous donnera pas ce que vous voulez. Ça ne fait que confirmer ce qu'ils pensent déjà de nous. Vous devez être 2 fois plus poli, 2 fois plus patiente, 2 fois plus parfaite. C'est la réalité. Kémy, les larmes de rage perlant au coin des yeux, protesta. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons été polis et patientes pendant qu'on nous discriminait à chaque étape. L'expression de Janice se durcit encore. Vous pensez que je suis devenu superviseur en dénonçant chaque micro-agression? En faisant un scandale chaque fois que quelqu'un faisait des suppositions sur moi? C'est le monde réel, pas un fil Twitter sur la justice sociale. Elle baissa les yeux sur leur billet. Je vais vous laisser embarquer, mais considérez ceci comme un avertissement. Je ne veux pas entendre parler de vous causant des problèmes sur ma compagnie. Compris? Sans attendre de réponse, elle les ramena à la porte, où Paul les observait avec un mécontentement non dissimulé. « Leurs documents sont en règle, » informa-t-elle Paul froidement. « Elles peuvent embarquer. » Les lèvres de Paul se pincèrent, mais il s'écarta à contre-cœur. Alors qu'elles avançaient vers la passerelle d'embarquement, les mots de Janice résonnaient dans leurs esprits, une trahison plus douloureuse encore que la discrimination initiale. Elles embarquèrent en silence, chacune luttant avec les implications de cet avertissement et la réalité épuisante qu'il représentait. Mais leur calvaire était loin d'être terminé. À l'entrée de la passerelle, un dernier obstacle les attendait, un homme imposant en uniforme de Trans-Pacific Airlines, bloquant leur chemin. Son badge indiquait Gregory Walsh. Il examinait les billets des passagers avec des coups d'œil rapides, les laissant passer sans problème. Mais lorsque Amara et Kémy présentèrent leurs billets, son attitude changea instantanément. « Je vais devoir vous demander de vous écarter, » dit-il, sans chercher à baisser la voix. « Il y a un problème avec vos billets. » Les passagers derrière elle durent contourner cet obstacle impromptu que Gregory avait créé. « Quel problème? » demanda Amara, la fatigue et la colère rendant sa voix rauque. « Nos billets ont été vérifiés plusieurs fois. » L'expression de Gregory resta impassible. « J'ai reçu une alerte système indiquant une activité suspecte liée à votre réservation. Je dois effectuer des vérifications supplémentaires avant de vous autoriser à embarquer. » « Quel genre d'activité suspecte? » exigea Kémy, sa voix montant d'un cran. « Nous sommes des lycéennes allant visiter des universités. Qu'est-ce qui pourrait être suspect? » Ishkabiti. Gregory ignora sa question, leur ordonnant de s'écarter pendant qu'ils continuaient l'embarquement. Les jumelles, n'ayant d'autre choix que d'obéir pour éviter une escalade, se mirent sur le côté de la passerelle. Elles regardèrent, impuissantes, tandis que passager après passager étaient autorisés à passer avec à peine un regard sur leurs documents. Les minutes s'étirèrent en un quart d'heure, puis une demi-heure. Pendant tout ce temps, Gregory passa plusieurs appels sur sa radio, parlant trop bas pour qu'elle puisse t'entendre, lançant occasionnellement des regards dans leur direction avec ce qui ressemblait à de la satisfaction. Finalement, alors que les derniers passagers disparaissaient dans l'avion, Gregory s'approcha. « Je crains qu'il n'y ait une nouvelle complication, » annonça-t-il, un sourire narquois sur les lèvres. « Le vol est maintenant complet et surbooké. Vos sièges ont été réattribués à des passagers en règle. »« C'est impossible, » protesta Amara, sa voix tremblante de rage. « Nous avons des billets de première classe confirmés. Vous ne pouvez pas donner nos sièges comme ça. »« Je le peux, » contre-attaqua Gregory. La politique de la compagnie permet la réattribution des passagers en cas de préoccupation de sécurité ou de surbooking. Dans ce cas, les deux conditions s'appliquent. « Quelle préoccupation de sécurité? » demanda Kémy, sa voix vibrant de frustration. « Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons coopéré avec toutes les demandes déraisonnables depuis notre arrivée dans cet aéroport. » À l'évocation du mot « discrimination », le visage de Gregory se durcit. Il saisit sa radio. « Sécurité à la passerelle 32.
problème avec des passagers. En quelques minutes, 2 agents de sécurité apparurent, leur badge indiquant Tom Bennett et Frank Miller. Les 2 hommes s'approchèrent, les mains près de leurs armes, comme si les 2 adolescentes représentaient une menace. « Quel est le problème ici ?» demanda Tom, s'adressant à Gregory plutôt qu'aux jumelles. « Ces 2-là refusent d'accepter qu'elles ont été refusées à l'embarquement, » expliqua Gregory, dépeignant une image totalement fausse de la situation. Elles deviennent agressives et portent des accusations contre le personnel. « Nous ne sommes pas agressives, » insista Amara, luttant pour garder sa voix calme. « Nous essayons simplement de comprendre pourquoi nos sièges confirmés ont été donnés après qu'on nous a délibérément retardés ici. » Frank, le plus imposant des 2 gardes, s'avança. L'ordinateur sélectionne au hasard des passagers pour un refus d'embarquement quand les vols sont surbookés. Rien de personnel. Le sourire narquois qui accompagnait ce mensonge évident montrait qu'il n'y avait rien de fortuit. Kémy, poussé au-delà de ses limites, sortit son téléphone. « J'enregistre ça. Nous avons été systématiquement discriminés depuis notre arrivée dans cet aéroport, et nous avons des preuves. » La main de Tom se tendit vers son téléphone. Enregistrer les procédures de... La menace implicite pesait lourd. Une détention signifiait rater toute chance d'atteindre Boston aujourd'hui, bouleversant les plans soigneusement établis par leur père et les laissant à la merci d'un système qui s'était déjà montré biaisé à chaque étape. « D'accord, » dit finalement Amara, posant une main sur le bras de sa sœur. « Nous partons, mais ce n'est pas fini. Ça l'est pour aujourd'hui, » répondit Gregory avec une satisfaction non dissimulée. « Vos sièges sont partis, le vol embarque, et vous 2, vous ne montez pas. Je vous suggère de trouver un autre moyen d'aller à Boston ou de rentrer chez vous. » Sous les regards vigilants des agents de sécurité, les jumelles furent escortées loin de la porte, alors que l'appel final pour leur vol résonnait dans le système d'annonce. Elles marchaient en silence, le poids de la défaite s'abattant sur elles. Chaque pas qu'elles avaient fait dans cet aéroport avait été accueilli par de la résistance, des préjugés et des obstacles. Elles avaient été patientes, polies, respectueuses des règles, et pourtant, on leur avait refusé la dignité de base et le service que chaque autre passager semblait recevoir sans effort. Mais un nouvel outrage, plus révoltant encore, allait faire basculer leur rage en une détermination farouche. Alors qu'elles s'éloignaient de la porte, un passager, un homme blanc d'une trentaine d'années, les dépassa en riant, tenant son téléphone. « Regardez ça », dit-il à son compagnon, assez fort pour que les jumelles entendent. Ces 2-là sont déjà partout sur les réseaux sociaux. Apparemment, elles ont fait une scène et essayé de frauder des billets de première classe. Il tourna son écran vers elle, montrant une vidéo virale qui circulait en ligne, postée par un inconnu à la porte 32. La vidéo, montée de manière biaisée, montrait Kémy levant la voix contre Paul, hors contexte, la faisant passer pour agressive et perturbatrice. Les commentaires sous la vidéo étaient une tempête de vitriol raciste. Elles n'ont rien à faire en première classe. Toujours à causer des problèmes. Retournez d'où vous venez. Amara sentit une nausée monter en elle, tandis que Kémy, les poings serrés, luttait pour retenir ses larmes. « C'est un mensonge !» cria-t-elle, sa voix se brisant. « Ils ont tout déformé. » L'homme haussa les épaules, un sourire moqueur sur le visage. « C'est ce qu'on voit sur la vidéo, ma chère. Peut-être que vous devriez apprendre à vous comporter. » Ces mots étaient une nouvelle gifle, une tentative de réécrire leur vérité pour les réduire au silence. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc dans un coin tranquille du terminal, loin de la porte 32 et du vol qui aurait dû les emmener à Boston, Kémy tourna vers sa sœur, les larmes coulant librement maintenant. « On doit t'appeler papa. Je ne peux plus supporter ça. » Cette fois, Amara n'argumenta pas. Elle sortit son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle cherchait le contact de leur père, Daniel Carter. « Il est en réunion, » murmura Kémy, bien que son ton indiquât qu'elle s'en fichait désormais. « Je sais,
répondit Amara, mais ça va trop loin. Elle appuya sur le bouton d'appel et mit le haut-parleur. À leur surprise, Daniel répondit presque immédiatement. « Amara, tout va bien, ma chérie ?» Sa voix grave, habituellement si rassurante, fit monter les larmes aux yeux des deux filles. « Papa, » commença Amara, luttant pour garder sa voix stable. « Ils ne nous ont pas laissé monter dans l'avion. Ils nous ont refusé l'embarquement. » Il y eut un silence, puis Daniel répondit, son ton prudent mais mesuré. « Racontez-moi tout, depuis le début. » Pendant les minutes suivantes, les jumelles se relayèrent pour relater leur calvaire. L'incident au comptoir avec Brian Harper, la fouille humiliante par Carla Sims à la sécurité, les insultes des adolescents blancs, le refus de service par Laura Mitchell et Philippe Dubois au restaurant, la confrontation à la porte avec Paul Grayson et la trahison de Janice Reed, et enfin, le refus final sur la passerelle par Gregory Walsh. Tout au long de leur récit, Daniel resta silencieux, bien qu'elle puisse entendre sa respiration devenir plus délibérée à mesure que l'histoire se déroulait. Lorsqu'elles mentionnèrent de la vidéo virale qui les dépeignait comme des faussaires perturbatrices, elles entendirent un craquement, comme si un stylo s'était brisé entre ses mains. « Papa » tenta Kémy lorsqu'elles eurent fini. « Tu es toujours là? »« Je suis là » répondit Daniel, sa voix d'un calme inquiétant. « Avez-vous noté les noms de toutes les personnes impliquées? »« Oui » confirma Amara. « Nous avons écrit les noms et les numéros de badge quand nous pouvions. »« Bien » dit Daniel. « Très bien. Alors, mes filles, il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'aurais dû vous dire avant votre départ. » Les jumelles échangèrent un regard perplexe. « Quoi, papa? » Daniel prit une profonde inspiration. « La raison pour laquelle j'ai insisté pour que vous voyagiez avec Transpacific, la raison pour laquelle je vous ai pris des billets de première classe, c'est que je suis le nouveau PDG de Transpacific Airlines. » Un silence stupéfait s'installa entre eux. « Tu es quoi? » parvint enfin à articuler Kémy. « J'ai été nommé il y a 6 semaines, » expliqua Daniel. « Le conseil m'a recruté pour redresser la compagnie après des problèmes de direction. Mais je voulais évaluer la culture de l'entreprise de manière authentique, sans que mon poste influence le comportement du personnel. C'est pourquoi je l'ai gardé secret. Pourquoi j'ai utilisé mon compte personnel pour réserver vos billets, plutôt que le système de voyage exécutif. » Ya, Amara interrompit, sa voix tremblante. « Donc, tout ce temps où on nous traitait comme ça, nous étions les filles du PDG? Discriminées par des gens qui n'avaient aucune idée de qui vous étiez ou de qui ils affrontaient vraiment, » termina Daniel, sa voix teintée d'une fureur contenue. « Que devons-nous faire maintenant? » demanda Kémy. « Notre vol est parti, et même si nous pouvions en prendre un autre. »« Ne bougez pas, » ordonna Daniel. « Restez exactement où vous êtes. J'active le protocole d'urgence Alpha maintenant. Vous verrez bientôt ce que ça signifie. Gardez votre téléphone allumé et enregistrez tout ce qui se passe à partir de maintenant. » La ligne devint silencieuse un instant, alors qu'elles entendaient leur père donner des ordres rapides à quelqu'un dans la pièce avec lui. Quand il revint, sa voix avait une dureté qu'elles avaient rarement entendue. « Dans environ 2 minutes, vous allez commencer à recevoir des appels de cadres de la compagnie. Ils vont vous offrir tout ce que vous voulez. Jet privé, transferts en hélicoptère, hébergement de luxe, n'acceptez rien. Dites-leur que vous attendez mes instructions directes uniquement. Compris? »« Oui, » répondirent les jumelles à l'unisson, encore sous le choc de cette révélation. « Bien, restez fortes. Je serai en contact constant, et tout cela sera bientôt fini. Je vous aime. » L'appel se termina, laissant les jumelles se regarder, incrédules. Leur père, le PDG de Transpacific Airlines, venait de déclencher une tempête qui allait ébranler l'aéroport, l'entreprise, et peut-être toute une industrie. Mais alors qu'elles s'asseyaient sur ce banc, leur cœur battant d'une rage mêlée d'espoir, elles n'avaient aucune idée de l'ampleur du combat qui les attendait,
ni des trahisons et des alliés inattendus qui allaient bientôt émerger. Le terminal de l'aéroport international de Denver vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même anticipait l'explosion imminente. Amara et Kemi Carter, assises sur un banc isolé, leurs téléphones serrés dans leurs mains tremblantes, attendaient les premières répercussions du protocole d'urgence Alpha déclenché par leur père, Daniel Carter, le PDG de Trans-Pacific Airlines. Leur rage, alimentée par une journée entière d'humiliation raciste, du mépris de Brian Harper au comptoir d'enregistrement à la trahison cinglante de la superviseure Janice Reed, en passant par le refus cruel d'embarquement par Gregory Walsh, bouillonnait désormais à un point de rupture. La vidéo virale mensongère, qui les dépeignait comme des faussaires agressives, continuait de se propager en ligne, chaque commentaire raciste ajoutant une nouvelle couche à leur indignation. Mais ce qu'elles ignoraient, c'était que la tempête qu'elles avaient déclenchée allait non seulement paralyser Trans-Pacific Airlines, mais aussi exposer un réseau de discrimination systémique, ralliant des alliés inattendus et révélant des trahisons encore plus odieuses. Si cette injustice vous met en colère, si vous avez déjà été témoin de la discrimination ou ressenti son poids écrasant, criez votre indignation en aimant cette histoire et laissez un commentaire avec un seul mot: justice. Ensemble, nous pouvons amplifier la vérité et exiger un changement durable. À peine 2 minutes après l'appel de leur père, le téléphone d'Amara vibra. Un numéro inconnu, avec l'indicatif de Denver, s'afficha. Elle lança un regard à Kemi, qui hocha la tête. « Mette le haut-parleur », murmura-t-elle. Amara décrocha, et une voix féminine, mielleuse mais tendue, se fit entendre. « Mademoiselle Carter ? Je suis Rachel Coleman, vice-présidente des opérations clients chez Trans-Pacific Airlines. On m'a informé d'un malentendu concernant votre vol. Je tiens à m'excuser personnellement et à vous proposer une solution immédiate. Nous pouvons vous réserver sur un jet privé pour Boston dès ce soir, avec un hébergement de luxe à votre arrivée. Acceptez-vous cette offre? Ah, ça. Les jumelles échangèrent un regard, se souvenant des instructions de leur père. « Non, » répondit Amara d'une voix ferme. « Nous attendons les instructions directes de notre père, Daniel Carter. » Il y eut un silence, puis Rachel reprit, son ton légèrement plus aigu. « Je comprends, mais je suis sûr que nous pouvons résoudre cela rapidement. Permettez-moi de vous escorter dans un salon VIP où nous pourrons discuter plus confortablement. »« Non, » répéta Camille, sa voix vibrante de défi. « Nous restons ici. Toute communication doit passer par notre père. » Rachel hésita, puis raccrocha abruptement, laissant les jumelles dans un silence chargé d'anticipation. « Elle a peur, » murmura Camille. « Elle sait que papa est sérieux. » Soudain, une annonce retentit dans le terminal, glaçant le sang des jumelles. « Attention, tous les passagers de Trans-Pacific Airlines. En raison d'une situation opérationnelle d'urgence, tous les vols transpacifiques sont temporairement suspendus jusqu'à nouvel ordre. Veuillez rester à proximité de votre porte pour plus d'informations. » Le terminal explosa en un chaos organisé. Des passagers furieux se pressaient au comptoir, des agents de la compagnie tapaient frénétiquement sur leurs clavières et des murmures de confusion emplissaient l'air. Amara et Kemi se regardèrent, stupéfaites. « Papa a vraiment immobilisé toute la flotte, » chuchota Amara, un mélange de crainte et de fierté dans la voix. « Il l'a fait pour nous. » Mais leur moment de triomphe fut de courte durée. Un groupe d'employés de Trans-Pacific, mené par Rachel Coleman en personne, s'approcha d'elle. Rachel, une femme blanche d'une 40aine d'années, arborait un sourire forcé qui ne masquait pas son anxiété. À ses côtés se tenait un homme en costume, son badge indiquant Edward Langston, membre du conseil d'administration. « Mesdemoiselles Carter, » commença Rachel, son ton dégoulinant de fausses sollicitudes. « Nous devons vous emmener dans un endroit plus privé pour régler cette situation. La suspension des vols cause une perturbation majeure, et nous voulons nous assurer que vous êtes à l'aise pendant que nous trouvons une solution. »
Nous n'allons nulle part, répondit Kémy, croisant les bras. Notre père nous a dit de rester ici, en public, et d'enregistrer tout ce qui se passe. Elle brandit son téléphone, l'objectif pointé sur Rachel et Edward. Le visage de Rachel se crispa, et Edward s'avança, sa voix basse et menaçante. « Écoutez, mes petites, vous ne comprendez pas la gravité de ce que vous avez déclenché. Des millions de dollars sont en jeu. Des milliers de passagers sont bloqués. Si vous continuez à faire obstacle, nous devrons envisager des mesures légales pour diffamation et perturbation des opérations. » La menace fit bouillir le sang d'Amara. « Des mesures légales ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous nous avez discriminés à chaque étape, vous avez donné nos sièges, vous avez laissé une vidéo mensongère nous salir en ligne, et maintenant vous nous menacez? » Avant qu'Edward ne puisse répondre, une voix s'éleva de la foule. « Elles ont raison. » C'était Evelyn Brooks, une passagère noire d'un certain âge qui avait tenté de les défendre à la porte 32. Elle s'avança, son téléphone à la main. « J'ai tout vu à la porte. Cet agent, Paul Grayson, les a ciblés sans raison. J'ai enregistré une partie de l'incident avant qu'on me force à arrêter. » Elle tendit son téléphone à Amara, qui le prit avec gratitude. « Merci, Madame Brooks, » murmura-t-elle. Mais l'escalade ne faisait que commencer. Alors que Rachel et Edward tentaient de reprendre le contrôle, un jeune homme asiatique en polo transpacifique, son badge indiquant Jason Lee, technicien informatique, s'approcha nerveusement. « Je dois vous dire quelque chose, » balbutia-t-il, jetant des regards inquiets à Rachel. « On m'a ordonné de supprimer les images de sécurité de la porte 32 et du comptoir d'enregistrement. Il voulait effacer toutes les preuves de ce qui vous est arrivé. » La foule autour, qui s'était rassemblée pour écouter, murmura de choc. « Mais je ne l'ai pas fait, » continua Jason, sa voix gagnant en assurance. « J'ai sauvegardé les images sur un disque externe. Elles montrent tout, les retards délibérés, les commentaires racistes, la réattribution de vos sièges. » Il tendit une clé USB à Amara. « Prenez ça. Montrez au monde ce qu'ils ont fait. » Rachel pâlit. « Jason, vous êtes licencié !» cria-t-elle. « Et vous venez de violer plusieurs politiques de confidentialité. » Mais Jason secoua la tête. « J'en ai assez de voir des choses comme ça arriver et de rester silencieux. Ces filles méritent justice. » Encouragée par le courage de Jason, d'autres voix s'élevèrent. Sofia Alvarez, la serveuse du Sky High Grill, apparut, son uniforme taché de sueur après avoir couru depuis le restaurant. « Je peux témoigner aussi, » déclara-t-elle, sa voix ferme malgré sa nervosité. Philippe et Laura refusent régulièrement le service aux clients noirs. J'ai des vidéos de leurs commentaires racistes, prises en cachette dans la cuisine. Elle transféra les fichiers à Kémy via AirDrop. Puis, une jeune barista noire nommée Tiana Wells, travaillant dans un café voisin, s'avança. « J'ai entendu ce qui vous est arrivé, » dit-elle. « La semaine dernière, Laura m'a dit de ne pas servir une famille noire parce qu'ils n'avaient pas l'air de pouvoir payer. J'ai tout enregistré. » Elle partagea ses enregistrements avec les jumelles, ajoutant une nouvelle couche de preuves à leur arsenal grandissant. La foule, maintenant nombreuse, commençait à scander « Justice! Justice! » Les téléphones étaient brandis, filmant l'affrontement, et le hashtag Trans-Pacific Discrimination commença à exploser en ligne, alimenté par les témoignages des témoins et les images brutes. Mais un nouvel outrage, plus insidieux encore, allait pousser leur rage à son paroxysme. Alors que les jumelles rassemblaient les preuves, leurs comptes de réseaux sociaux furent soudain inondés de messages haineux. Des publications falsifiées, prétendument écrites par elles, apparurent, les dépeignant comme des adolescentes problématiques cherchant à extorquer la compagnie aérienne. « Regardez ces menteuses essayer de jouer la carte de la race pour un vol gratuit », proclamait une publication, accompagnée de captures d'écran truquées de leur profil. Amara, qui avait suivi des cours de codage, reconnut immédiatement les signes d'un piratage.
Quelqu'un a accès à nos comptes, murmura-t-elle à Kemi, ses doigts volant sur son téléphone pour analyser les métadonnées. En quelques minutes, elle traça l'attaque à une adresse IP liée au siège de Transpacific. « C'est quelqu'un de l'intérieur », dit-elle, sa voix tremblante de fureur. « Ils essaient de nous discréditer avant qu'on puisse parler. » Avec l'aide de Jason, qui connaissait les systèmes internes de la compagnie, Amara restaura leur compte et posta une déclaration exposant le piratage, accompagnée de captures d'écran prouvant l'implication de Transpacific. La réponse en ligne fut immédiate. Le hashtag #Transpacific Discrimination grimpa en flèche, et les médias commencèrent à couvrir l'histoire, bien que certains outlets, influencés par des fuites internes, publièrent des articles biaisés suggérant que les jumelles avaient orchestré la crise pour attirer l'attention. Le coup final vint d'Edward Langston, le membre du conseil d'administration. Dans une tentative désespérée de détourner l'attention, il fit fuiter de faux dossiers scolaires au Denver Chronicle, un journal local, affirmant qu'Amara et Kemi étaient des étudiantes problématiques avec un historique de perturbation. L'article, publié en ligne en quelques heures, les accusait d'avoir fabriqué l'incident pour obtenir une compensation financière. Les commentaires sous l'article étaient une tempête de haine. Ces filles sont juste des chasseuses d'opportunités. Pourquoi ne peuvent-elles pas se comporter correctement? La vue de leur nom sali, de leur réputation traînée dans la boue, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. « Ils veulent nous détruire », murmura Camille, les larmes coulant sur ses joues. « Ils pensent qu'ils peuvent nous réduire au silence avec des mensonges. » Mais Amara, les yeux brillants de détermination, secoua la tête. « Pas aujourd'hui, pas nous. » Elle ouvrit son téléphone, se connecta à leur compte restauré et diffusa une déclaration en direct, la foule autour d'elle filmant chaque mot. « Nous sommes Amara et Kemi Carter », commença-t-elle, sa voix claire et puissante. « Aujourd'hui, nous avons été discriminés par Transpacific Airlines à chaque étape de notre voyage, uniquement à cause de notre couleur de peau. Ils ont essayé de nous humilier, de nous faire taire, de salir nos noms. Mais nous avons des preuves, des témoins, et nous ne nous arrêterons pas tant que justice ne sera pas rendue. » Kemi prit la parole à son tour. « À tous ceux qui regardent, partagez notre histoire, exigez des comptes. Ensemble, nous pouvons changer les choses. » La vidéo devint virale en quelques minutes, accumulant des millions de vues et ralliant un soutien mondial. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Daniel Carter se tenait dans la salle de conférence du siège de Transpacific, face à un conseil d'administration paniqué. Les écrans derrière lui diffusaient la déclaration en direct des jumelles, leur courage projeté à la vue de tous. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix résonnant d'une autorité incontestable. « Ce que vous venez de voir est le résultat d'une culture de discrimination systémique au sein de cette compagnie. Une culture que j'ai été engagé pour démanteler. » Il présenta les images de sécurité sauvegardées par Jason, les enregistrements de Sophia et Tiana et les preuves du piratage orchestré par l'équipe d'Edward Langston. « Edward, » dit-il, fixant le membre du conseil, « vos actions pour discréditer mes filles constituent une faute grave. Vous êtes suspendu en attendant une enquête complète. » Il se tourna vers le reste du conseil. À partir de ce moment, Transpacific Airlines mettra en œuvre un programme anti-discrimination sans précédent, avec des formations obligatoires, des audits indépendants et des sanctions immédiates pour tout comportement discriminatoire. Ceux qui ne s'alignent pas sur cette vision peuvent partir maintenant. Et 6 mois plus tard, Amara et Kemi se tenaient à nouveau à la porte 32, prêtes à embarquer sur un vol transpacifique pour Boston, cette fois sans crainte. L'aéroport, autrefois un champ de bataille d'injustice, vibrait d'une énergie nouvelle. Les employés, formés dans le cadre du programme anti-discrimination de Daniel, les accueillirent avec des sourires sincères. Paul Grayson, Brian Harper
et Gregory Walsh avait été licencié après une enquête approfondie, tandis que Janice Reed suivait une formation de réhabilitation. Rachel Coleman avait démissionné, incapable de s'adapter à la nouvelle culture. Edward Langston faisait face à des poursuites pour diffamation, ses fuites ayant été retracées jusqu'à lui. Mais le véritable triomphe était plus grand. L'histoire des jumelles, amplifiée par les témoignages de Jason, Sophia, Tiana et Evelyn, avait déclenché une vague de réformes dans l'industrie aérienne, avec d'autres compagnies adoptant des politiques similaires sous la pression publique. Alors qu'elles montaient à bord, Amara et Kémi échangèrent un regard, leur cœur gonflé de fierté. Leur courage, né d'une rage légitime, avait transformé non seulement Transpacific, mais aussi le monde autour d'elle, prouvant qu'un acte de défi pouvait renverser même les systèmes les plus enracinés. Réflexions et leçons tirées de l'histoire d'Amara et Kémi Carter. L'histoire d'Amara et Kémi Carter, ces deux jumelles noires confrontées à une discrimination systémique à l'aéroport de Denver, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est un miroir tendu à notre société, révélant les blessures profondes causées par le racisme et la nécessité urgente de changement. En tant que Français, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de notre identité nationale, cette histoire résonne avec une force particulière. Elle nous pousse à réfléchir à nos propres comportements, à nos silences complices et à la manière dont nous pouvons agir pour construire une société plus juste. À travers les épreuves des jumelles, j'ai ressenti une indignation brûlante, une admiration pour leur courage et une conviction renforcée que chacun de nous a un rôle à jouer dans la lutte contre l'injustice. Dès les premières lignes du récit, l'humiliation publique infligée à Amara et Kémi au comptoir d'enregistrement m'a profondément choqué. Le mépris de Brian Harper, l'agent qui a remis en question leur billet de première classe, n'était pas seulement un acte individuel, mais le symptôme d'un système qui juge les individus sur leur apparence plutôt que sur leur mérite. En France, où l'égalité est inscrite dans notre devise, nous ne sommes pas immunisés contre de tels préjugés. Combien de fois avons-nous vu, dans nos propres villes, des personnes discriminées en raison de leur couleur de peau, de leur accent ou de leur origine? Cette histoire m'a rappelé la douleur de l'exclusion, mais aussi la force de la résilience. Les jumelles, malgré les insultes, les fouilles invasives et les refus de service, ont refusé de se laisser réduire au silence. Leur courage face à l'adversité est une leçon universelle. La dignité humaine ne se négocie pas, et il faut parfois se battre pour la défendre. Un autre moment marquant du récit est la trahison de Janice Reed, la superviseure noire qui, au lieu de soutenir les jumelles, leur a reproché leur attitude. Cette scène m'a bouleversé, car elle illustre la complexité des dynamiques internes aux communautés marginalisées. En France, nous voyons parfois des individus, par peur ou par conformisme, se ranger du côté des oppresseurs pour préserver leur position. Ce choix, bien que compréhensible dans un système oppressif, est une trahison de la solidarité. La leçon ici est claire. La justice exige de prendre position, même lorsque cela est inconfortable. Nous devons être des alliés actifs, non des spectateurs passifs, et refuser de perpétuer les injustices par notre silence. L'escalade de l'injustice, culminant avec la vidéo virale mensongère et les faux dossiers scolaires fuités par Edward Langston, a suscité en moi une rage viscérale. Ces tentatives de discréditer les jumelles rappellent les campagnes de désinformation que nous voyons trop souvent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, où les victimes sont transformées en coupables. En tant que Français, attachés à la vérité et à la justice, nous devons apprendre à questionner les récits dominants et à chercher les faits. L'action d'Amara, utilisant ses compétences en codage pour exposer le piratage de leurs comptes, est une inspiration. Elle nous enseigne que les outils modernes, technologie, réseaux sociaux, journalisme citoyen,
peuvent devenir des armes puissantes pour la vérité, à condition de les utiliser avec courage et intégrité. Ce qui m'a le plus émerveillé, cependant, c'est la manière dont le courage des jumelles a rallié des alliés inattendus. Jason Lee, qui a risqué son emploi pour sauvegarder les images de sécurité, Sofia Alvarez, qui a partagé ses enregistrements malgré la peur des représailles, et Tiana Wells, qui a ajouté sa voix à leur combat. Ces actes de solidarité montrent que le changement commence par des individus prêts à défier l'injustice, même au prix de sacrifices personnels. En France, où la fraternité est une valeur sacrée, cette histoire nous rappelle que la lutte contre la discrimination est collective. Nous devons soutenir ceux qui osent parler, amplifier leur voix et protéger ceux qui risquent tout pour la justice. Les leçons tirées de cette histoire sont nombreuses, mais 3 d'entre elles s'appliquent directement à notre vie quotidienne. Premièrement, nous devons cultiver une vigilance constante face aux préjugés, qu'ils soient évidents ou subtils. Cela signifie écouter les expériences des autres, reconnaître nos propres biais et intervenir lorsque nous sommes témoins d'injustice, que ce soit dans un café, un métro ou un lieu de travail. Deuxièmement, nous devons utiliser notre voix et nos compétences pour défendre la vérité. Comme Amara et Kemi, nous pouvons transformer nos talents, qu'il s'agisse d'écrire, de coder ou simplement de partager une histoire, en outils de changement. Enfin, nous devons construire des ponts de solidarité. La victoire des jumelles n'aurait pas été possible sans leurs alliés. En France, cela signifie tendre la main à ceux qui sont marginalisés, créer des espaces où chacun se sent entendu et travailler ensemble pour un avenir plus équitable. Appliquer ces leçons dans ma vie quotidienne signifie être plus attentif aux petites injustices autour de moi. Par exemple, si je vois quelqu'un être traité différemment dans un magasin ou un restaurant, je m'engage à intervenir poliment mais fermement, comme Sarah Jennings l'a tenté à l'aéroport. Cela signifie aussi utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, en partageant des histoires comme celle des jumelles pour sensibiliser et en dénonçant les fausses informations. Enfin, cela implique de soutenir les initiatives locales en France qui luttent contre la discrimination, comme les associations qui défendent les droits des minorités ou les programmes éducatifs promouvant l'inclusion. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement, tout comme les jumelles l'ont fait. En conclusion, l'histoire d'Amara et Kami Carter est un appel à l'action. Leur combat nous rappelle que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une conquête quotidienne, forgée par le courage, la solidarité et la vérité. Si leur histoire vous a touché, si vous croyez en un monde où chacun est traité avec dignité, alors agissez maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien. Ensemble, amplifions leur message et construisons une société où l'injustice n'a plus sa place. Rejoignez le mouvement dès aujourd'hui